présent et de terminer cette journée avec vous. Nous allons terminer du coup ce colloque sur le droit de la technologie de l'information sur l'axe du droit du commerce électronique. Donc je vais me charger, désolée de me subir une seconde fois pour ceux qui étaient là ce matin, de la conclusion des contrats commerciaux sous format électronique entre professionnels. Alors je vous prie de m'excuser auparavant, j'ai dû faire cette présentation un peu dans l'express. Donc veuillez, si elle n'est pas fignolée, veuillez être indulgent s'il vous plaît. Ensuite, alors comme je l'avais énoncé en début d'après-midi, mais je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, notre conférencier néerlandais n'ayant pas pu venir pour des raisons professionnelles de contrainte de temps, il a tenu quand même à assurer entre guillemets la part de son travail, et donc vous l'aurez entre guillemets de manière virtuelle. Vous aurez quand même sa présentation en anglais, mais sous forme de vidéo qui vous présente. Dans ce cas-là, on va découvrir comme vous, puisqu'on ne l'a pas forcément vu, ou moins pas tous. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais commencer ma présentation. Il faut savoir que ces présentations, j'ai fait quelques années quand je me suis intéressée, quand j'ai débuté, on va dire, mon approche du droit du commerce électronique. Ça a été au début le fil conducteur qui m'a amené vers le droit des nouvelles technologies. Et c'est vrai que, après avoir lu la thèse d'un grand auteur dans le domaine qui était Vincent Gautré, je me suis posé cette question-là, étant plutôt juriste d'affaires, comment on conclut les contrats quand on est professionnel et en ligne maintenant de nos jours. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, quand je vous parle de commerce en ligne, l'aspect entre professionnels est souvent matérialisé par les lettres, le sigle B2B, business to business, c'est-à-dire deux entreprises qui ont des relations d'affaires en ligne ensemble, donc l'entreprise à une entreprise. On distingue souvent cette relation d'affaires par rapport à celle qui est dirigée envers le consommateur. Là, nous avons une entreprise qui propose des services ou des produits envers des consommateurs. On parle de B2C dans ce cas. Moi, j'ai vraiment essayé de m'axer, même s'il n'y a pas en soi de grandes différences entre les deux domaines. Si j'ai le temps, j'expliquerai la différence principale. Mais on va dire que l'angle d'attaque que j'avais au départ, c'était le contexte B2B. Alors, qu'est-ce que est on voit toujours les contrats classiques, la conclusion des contrats classiques et la conclusion des contrats électroniques. Est-ce que c'est entre guillemets, des faux jumeaux, des vrais jumeaux? On se pose souvent la question, est-ce qu'il y a une grosse différence? Alors, il faut savoir déjà la différence, si on prend de manière plus concrète et d'un côté pratique, c'est déjà la distance. On a l'habitude, dans le monde concret, de conclure des contrats en étant assis à la même table, en signant le même document au même moment. Là, pour le coup, c'est la rencontre parfaite, le même physique, on va dire dans tous les termes. Alors, la contrainte en dehors de la distance, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas signer, ne vont pas prendre connaissance du document en même temps. Ça, c'est la grande différence entre la distance géographique. Et aussi le support. Je parle de composante physique du papier. C'est vrai que, comme je parlais, le fameux papier que tout le monde signe autour d'une table, en ligne, c'est plutôt on va dire, un document qui va voyager et qui ne va pas être papier, qui va être dématérialisé souvent. Et voire, des fois, ça peut être un document qui circule, mais ça peut être aussi, par exemple, un formulaire. Et là, on est carrément dans des, pages HTML. Après, les caractéristiques d'un contrat vraiment en ligne, ça découle des deux grandes différences que j'ai énoncées, c'est l'aspect à nationalité, c'est-à-dire qu'un contrat, quand il est conclu géographiquement, bien ici dans cette salle, on pourra dire que c'est en France et la pièce même, et la ville surtout, dans un contrat qui voyagerait, qui s'est pris dont la connaissance, on prendrait connaissance de différents endroits, qu'on signerait à différents endroits, déjà au niveau de la localisation du contrat, on a déjà on peut déjà se poser des questions du moins. Est-ce que c'est le moment où on signe qu'on prend en compte? La deuxième signature qui confirme, on est déjà dans des enjeux de géolocalisation pour le contrat que nous n'avons pas forcément dans le contexte physique. Alors, processualisme, c'est essentiellement cet axe-là que je vais prendre, c'est qu'on va voir qu'on parle souvent de l'aspect consensuel d'un contrat, on se met d'accord, surtout avant tout, et c'est le nerf de la guerre dans le contrat. Il faut savoir qu'en ligne, on se rend compte que, alors qu'on négligeait peut-être dans l'aspect concret le formalisme,
ça va être un peu un regain, le grand retour du formalisme, on va dire, en ligne. Parce qu'il va trouver tout son intérêt du fait que les personnes ne sont peut-être pas en classe. On va instaurer peut-être une couche de formalisme en plus. Donc ça va devenir limite un processus. Et l'immatérialité, donc là, c'est quand bien sûr le document va être dématérialisé comme la signature, qui ne sera plus forcément papier ou les paraphes, mais qui seront maintenant des signatures électroniques, ce qui existe déjà. Et bien sûr le côté instantané, puisque un clic suffit maintenant pour valider une demande. Alors, si je reprends la théorie classique des contrats, donc là c'est vrai que je le fais surtout sur l'angle français pour surtout les articles cités. Veuillez m'en excuser par rapport à l'audience qui peut être européenne par contre. Par rapport au droit français. Donc c'est vrai qu'en droit français, on dit que là, tous ceux qui sont en deuxième année, je vais leur rabâcher ça, mais je suis obligée de passer par là, désolée. Même nous qui sommes doctorants, nous devons passer par là. Donc les quatre conditions, donc on parle toujours du consentement, de la capacité, de l'objet et de la cause. Donc en ligne, l'enjeu, c'est vrai que là j'ai parlé, c'était un contexte B2B, donc on suppose que les personnes morales, alors j'écarte le fait de la constitution d'entreprise et tout ça, on présume qu'elles ont la capacité, ce ne sont pas des enfants ou d'autres majeurs incapables, ça bien sûr. L'objet certain, on se met d'accord, la cause, le consentement, ça peut des fois être là où le bas blesse. Et c'est vrai que l'enjeu en ligne, c'est comme on a dit, c'est un processus et que le document ou la prise de décision est démultipliée dans le temps, c'est savoir quand le contrat se finalise, quand on lui donne une date certaine, j'ai envie de dire. Et souvent, c'est le consentement. Alors, dans le monde physique, c'est un peu la condition, est-ce que vous êtes d'accord sur quoi vous vous engagez. En ligne, on va voir que ça compte, mais du coup, on essaie de le pallier, de le renforcer, pour ne pas qu'il soit donné à la légère. De renforcer son importance. Alors, on parle du fameux consentement, donc j'y viens avec la fameuse définition, on donne son accord. Acceptation, échange de volonté. Il faut savoir que si on remet on croise la notion de consentement et comment on conclut un contrat, en général, c'est une personne qui vous offre de contracter, vous dites oui, je veux, et le en général, c'est dans ce sens-là que ça se fait. On vous dit bien sûr d'être d'accord, de l'exprimer de manière claire, qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Et là, je viens avec l'aspect en ligne. C'est vrai que le doyen Jean Cambonnier disait que dans ce consentement, c'est la mission, le déclic. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment au fait de ce que vous faites, vous êtes d'accord. C'est un peu comme l'achat d'une vente. Quand on a le déclic pour une vente immobilière, à ce moment-là, je sais que je veux, j'ai la volonté d'acheter. C'est un peu ça quand on parle. L'image, on va dire, pour dire le mot déclic. Comme on est dans la sphère du virtuel, de l'Internet, c'est plutôt dans ce cas-là un clic, tout simplement. Et ça va souvent se faire sur des impulsions de souris, en fait, un accord de volonté dans ce cas-là. Alors on va voir que ça peut, dans ce cas-là, est-ce qu'on a vraiment le coup de cœur comme l'achat d'une maison sauf que, bon, on peut avoir le coup de cœur, on peut se rétracter en ligne. Est-ce que des fois on peut se rétracter si on a un coup de cœur? Ça peut être des fois aussi... C'est pour ça que je dis que le fait que le commerce électronique peut avoir des barrières floues par rapport à ça, on a tendance à rajouter une couche de formalisme et on reprend le fameux formalisme juridique. Donc, les fameuses conditions, on passera du coup, comme j'ai évoqué, du consensualisme plutôt à un formalisme, qu'on avait mis plutôt en annexe, en toile de fond dans le monde réel, qui là fait vraiment partie intégrante du processus. Donc, et là, par contre, je vais citer un exemple. Quand vous concluez un contrat, on vous demande, en fait, il y a plusieurs étapes où on estime que votre consentement doit être exprimé d'une manière totalement en prise de connaissance de tout ce qui se passe. Parce que, par exemple, vous avez l'offre, c'est une formalité obligatoire, vous pouvez le conclure par voie électronique, différentes étapes. Déjà, je souligne ce point parce que ça veut dire que ça va être quelque chose qui ne va pas se faire en un instant. On parle d'instantanéité surtout pour le clic, mais de la manifestation du consentement, on essaie de le vérifier, on va dire. Et par exemple, on met en place des moyens techniques, c'est-à-dire quand vous validez une commande en ligne, souvent on vous dit est-ce que vous êtes sûr de faire cet achat ou est-ce que oui, de vérifier s'il y a des
erreurs dans la saisie corrigée, c'est-à-dire souvent on dit, on propose à la personne, on peut revenir en arrière, c'est pas parce qu'on a cliqué que c'est fini, on a quand même souvent, donc, par exemple un achat en ligne, et souvent la mise dans le panier, la phase de paiement, puis on peut rentrer par exemple ses coordonnées de livraison, mais après on pourra toujours revenir en arrière, justement pour vérifier, avant de la phase finale du paiement, par exemple quand c'est fait en ligne, c'est des fois avant, enfin, phase de paiement pour faire simple. Et on dit aussi que logiquement, ça c'est plus un aspect des petites lignes, on doit pouvoir prendre connaissance des règles commerciales et tout ça avant. Ça c'est plus ou moins vrai. Et c'est vrai que la publicité électronique, c'est pas forcément un contrat parce que s'il n'y a pas la possibilité de passer à commande, donc souvent on distingue dans le monde concret la publicité de l'achat. Mais la publicité ne va passer être offre, va passer de l'ordre vraiment à la conclusion du contrat, que quand on vous donne la possibilité de commander, de passer à un achat. Vraiment. Du coup, il y a un critère qu'on rajoute, c'est le fameux, comme je vous explique, on demande à ce que du coup la publicité, l'offre, tout s'inclut dans un processus commun. En fait. Voilà. Alors, les fameuses, on parlait du clic avec le doyen Jean Carbonnier, là on parle de double clic maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de bête? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, en général, cliquent, double-cliquent. Mais des fois, bien sûr, les fameuses conditions générales, qui n'a pas vu la charte, l'a passé en mode rapide et a juste coché la case pour passer à la page suivante, c'est un peu ce que le formalisme mis en place essaie de lutter. Même si je sais qu'on a tendance à, moi-même, en tant que juriste, je peux vous garantir que je n'ai pas tout le temps. Mais elles doivent, des fois, n'apparaissent pas forcément à l'écran. J'entends par là, c'est que ça va être un document joint PDF, quand vous demandez, on va vous le communiquer, on va vous mettre à disposition, comme on dit, mais est-ce que vous allez forcément en prendre connaissance? Non. L'exemple en date le plus récent que je peux vous citer, je sais que les conditions générales des abonnements IDTGV Max qui étaient une offre limitée, c'était un document PDF à côté. Qu'on vous envoyait. Mais on vous l'avait envoyé après. Ça, c'est autre chose. Et pas avant. Avant, vous n'avez pas reçu dans votre mail. Vous êtes sûr de faire ça? Veuillez lire les conditions générales. Revenez et cliquez. Non, ça n'a pas été fait dans ce sens-là. Donc, du coup, on passe toujours à rajouter une étape en disant mais faites attention, regardez, lisez avant de vous engager. C'est un peu dans cette optique-là que c'est fait. C'est vrai que pour les conditions générales, on les a, quand par exemple elles s'affichent en bloc et on clique, on les a affichées. Donc on les met dans le processus de commande à un moment. Par exemple, une licence, on les met dès le départ, on lisait. On les a en disant, maintenant, on se dédouane, vous êtes au courant. Ou des fois, c'est une fenêtre c'est vrai, pop-up qui va apparaître pour nous dire, on essaie de l'intégrer vraiment dans le processus, c'est pas de le mettre à part, genre un PDF qui est juste transmis et qu'on va en général pas forcément prendre connaissance, à part en qualité, bien sûr. Alors, en général, ici, comme je dis, vous force un peu la main à dire cliquer. C'est-à-dire, là, des fois, c'est pas en tout petit. Pour peu que vous utilisiez un smartphone, là, je ne sens même pas, niveau lisibilité et prise de connaissance des conditions générales, c'est pas forcément optimum. Mais on vous force en disant, en gros, si vous ne cliquez pas, votre billet de train super urgent pour assister à ce colloque, par exemple, vous ne pourrez pas l'acheter. Donc, pris par le temps, vous cliquez. Donc, vous n'avez pas vraiment pris connaissance de ces conditions. Vous êtes allé à concret utilité, vous êtes fait balance, c'est pas grave. Je passe entre guillemets sur mes droits si possible, j'ai une urgence. Alors, c'est pour ça que je voulais en venir là, quand je parlais des fameuses conditions pour les licences. En général, si vous regardez, c'est en plus une fenêtre en mode scrolling, c'est-à-dire que vous devez la défiler pour lire tout. En général, on laisse sur la première page, on va peut-être lire le début. On n'a pas forcément étiré, si c'est une fenêtre qu'on peut tirer pour prendre connaissance de toutes les dispositions. Et si vous regardez au niveau des erreurs et tout ça, on n'a pas une connaissance déjà comme un document qui serait une condition générale sur une ou deux pages d'un ensemble des dispositions d'un coup, j'ai envie de dire. Un visuel de première vue. Là, on voit l'information qui est segmentée et du coup, au niveau de entre avoir accès, je parle de mémorisation, c'est-à-dire d'avoir une idée de à quoi ressemble un contrat et ses dispositions quand on a un visuel sur A4 sur un papier, ça n'a rien à voir si vous avez des petites fenêtres comme ça ou un petit écran de smartphone.
Parce qu'en général, vous ne pouvez plus savoir où est le code, parce que vous n'avez même pas connaissance de l'étendue du document au-delà de cette champ de vision que vous avez. Donc du coup, la mémorisation, voilà. Et en plus, le repérage des erreurs, si par exemple vous devez vérifier une commande qui est très très grande et tout ça, vous n'avez pas une vue d'ensemble. Donc ça, nombre d'erreurs, c'est plus facile dans ce cas-là. Alors on revient bien sûr à un article qui dit que s'il n'y a pas de consentement, enfin si vous donnez par erreur, il n'y a pas de consentement. Donc dans ce cas-là, si vous avez un truc qui est trop vite, on peut estimer que votre consentement est vicié. Et je reviens sur, en général, dans l'inconscient collectif, si je peux dire, en général, les gens, ce qui sont inquiets quand ils concluent en ligne, alors on a avancé sur ce terrain-là, les gens en général avaient peur de conclure des contrats en ligne en se disant on va me voler les données à caractère personnel, ça on l'a évoqué plus tôt, j'ai pas de page HTTPS, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est surtout aussi les erreurs. Par exemple, taper, pour peu que ça dépense la différence entre labelliser un chiffre, ou plutôt un nombre, en version anglo-saxonne et en version française, ça fait une virgule, un point, on va taper, ou alors, je sais pas, erreur de clavier, la touche en fond, vous commandez, au lieu de 10 livres, vous en avez 100, et pour peu que le système de la plateforme que vous utilisez ne bloque pas, vous retrouvez une commande de 100 livres de J.K. Rowling, c'est sympa, mais bonjour pour la revente après. Exemple. Donc, ça peut être une mauvaise situation. Si vous n'avez pas la possibilité de vous relire, de corriger, ou qu'on vous dise stop, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire, vous vous engagez trop vite. Et donc, un clic mal placé ou involontaire, vous vous engagez et vous validez quelque chose sur lequel vous n'avez pas voulu au départ. La volonté n'y est pas. Alors, le fait d'instaurer un moyen technique de corriger ou de prendre connaissance des conditions générales, c'est un moyen d'accorder à la personne qui est de l'autre côté, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est équivalent avec les consommateurs et les professionnels. La distinction, c'est qu'on a tendance à plus protéger les consommateurs que les professionnels. Il y a un régime propre à ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de dire qu'on a la possibilité d'amender la commande ou de se rétracter en fait. Du coup, de se dire, vous avez peut-être cliqué trop vite, je vous donne un clic entre guillemets de champ, voulez-vous recliquer comme ça et confirmer. Et donc du coup, vérification, correction, et du coup là on arrive à une incitation valide. Et on vient du coup à la troisième étape. Je parlais de double clic, mais du coup à une troisième étape. On a voulu, on offre, j'accepte, mais là on dit, pouvez-vous confirmer votre acceptation s'il vous plaît, on rajoute une étape. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a du formalisme qui s'installe, du processualisme, c'est déjà, on segmente bien toute la phase du contrat, mais on y rajoute une troisième étape de dire, êtes-vous sûr? Alors qu'en général, quand vous signez un contrat en présentiel, votre banquier ou autre va pas dire, vous êtes sûr? En général, vous avez pris toutes ces précautions avant. C'est pas quand vous signez avant, attendez, je dois vous mettre, entre guillemets, vous dire vos droits avant que vous engagiez, que vous menotiez avec le contrat, entre guillemets. Donc, du coup, c'est une manière de dire, exprimez-vous sur le tout. Vous avez validé par exemple l'étape de paiement, l'étape de livraison, vous avez validé certaines étapes dans le processus. Maintenant, est-ce que vous validez tout ça? C'est ensemble, et pas seulement étape par étape. Donc, on réitère son consentement pour éviter les fausses manœuvres de clic et autres. Et donc, il y a aussi une étape de confirmation, c'est pour ça que je parle de la c'est qu'on a confirmé. Et en général, cette confirmation, entre guillemets, elle a un deuxième aspect, un deuxième volet, c'est qu'on envoie souvent une confirmation, quand même. J'ai bien pris en compte que vous vouliez ça. Pour vous notifier, entre guillemets. Donc on a l'aspect en plus de l'autre la personne dit j'ai bien pris en compte et je prends en compte cette dernière demande-là, en fait. Donc on a souvent un accusé de réception qui dit à titre on se met d'accord, je vous mets à titre de rappel, moi j'ai bien pris ça en compte. C'est plus pour que, entre guillemets, on aplate les choses, tout le monde est OK. Alors voilà, je parlais du système de double clic, et là on est vraiment dans cliquer, confirmer, et dans ce cas-là, on est vraiment à l'acceptation. Donc en fait, je vais voir si je ne déborde pas un peu. Je vais peut-être attendre avant de faire cet aspect-là, pardon. Voilà. Donc là, on a vraiment une conclusion. Alors si je reprends la chronologie, on a l'offre, comme je dis, acceptation, confirmation. On parle toujours électroniquement parlant. Donc l'offre, ça peut être le site internet, acceptation, ça peut être le clic, et la confirmation, ça peut être par exemple, je vous signer électroniquement ou double-cliquer. Ou ça peut être par exemple, je peux imaginer aussi, je pense à l'instant, le code, alors chaque cas, c'est quand on vous demande de retaper des lettres par exemple pour être sûr que c'est vous. Là c'est plus pour vous identifier, savoir si vous n'êtes pas un robot. Mais pareil, là c'est une étape supplémentaire, vous pouvez très bien, j'ai simplement cliqué.
Là, on vous demande encore une étape. Donc, bien sûr, il est conclu. Là, on aura vraiment la rencontre des volontés qu'on avait dans la conclusion papier d'un contrat, par exemple. Voilà. Oui, donc du coup, comme je parlais de processus, le contrat est séquencé maintenant. Donc, vérifier, corriger, confirmer. Et on passe dans un, j'ai cité un autre auteur, donc Ethan Katz, qui est un peu Cordiano, c'est un peu sa philosophie, c'est le grand auteur aussi dans le domaine. Je confonds avec Laurence Lessig, excusez-moi. Autant pour moi, autre auteur, mais je n'ai pas son livre qui me vient à l'esprit. Dans tous les cas, la forme électronique, on dit qu'elle, du coup, vous lie non pas par un acte, comme on signait un acte papier, paraphé et autres, qui était un document. Alors certes, on a vendu plusieurs exemplaires, le double original, formalité du double original, je suis d'accord. Là, on en vient à un processus qui nous lie. Puisque d'un côté, on va avoir confirmé, et de l'autre, l'entreprise va vous envoyer un accusé de réception. Voilà. Alors, en général, et là c'est plus pour à titre d'ouverture, je ne vais pas dire d'ouverture d'esprit, mais ça joint tout ce processus. Donc, c'est la fameuse 6 signatures. Là, on se pose la question, on fait quoi en général pour valider un acte? Surtout comme c'est un sein privé ou même de manière, qu'est-ce qui scelle le tout? C'est souvent la signature. Le consentement est souvent exprimé en apposant sa signature sur quelque chose, je veux dire. Et donc, du coup, ça permet de dire qui est la personne, d'identifier en général l'acte, surtout de manière électronique, parce qu'on fait une calcul de l'empreinte du H pour voir si le document a été... Et là, on vient à l'aspect intégrité. Au moment où on l'a signé, et si on le recalcule quelques jours après, est-ce qu'il y a un changement ou pas? Dans ce cas-là, il peut avoir été modifié, peut-être falsifié. Quelqu'un serait passé par là, un tiers, et essayé de, entre guillemets, hacker le document. Ça peut, si c'est des bons contrats, je pense. Et donc la définition de la signature électronique, elle dit bien c'est un procédé, donc on en revient à un processus, mais là pour la signature fiable, qui identifie, parce que là il y a la personne, le processus, qui garantit un lien, puisqu'elle se rattache du coup à un document, et c'est pas... c'est plus un aspect de sécurité. Dans un document, la signature va se fondre dans le filigrane du papier, ça va ne faire qu'un. En ligne, on ne peut pas vraiment faire ça, parce que c'est toujours un ajout de pièces. Mais on fait que par sécurité, il soit quand même rattaché, imbriqué, on va dire au moins. Et donc, on présume qu'il est fiable, quand c'est une signature électronique au moins. Et donc, créer la personne, son intégrité de l'acte, puisque du coup, le fameux calcul de l'empreinte qui fait que s'il y a une différence d'arme-clé, ça va se voir. Si on calcule, les empreintes ne vont pas être pareilles. Et ces signatures, elle est basée sur ce qu'on appelle le système de cryptographie à clé publique en général. Donc, il y a une clé publique que tout le monde connaît, la clé privée qu'on fonctionne des noms. Et là, on applique successivement les deux pour identifier, authentifier et exprimer la volonté, puisqu'on est dans la conclusion des contrats. La non-répudiation, oui, ça je vais passer puisque je vais être un peu à court de temps. Et la confidentialité, c'est voilà, savoir si quelqu'un en fait, a avancé au document, donc si on calcule le H, on voit si quelqu'un a essayé de prendre le document et de le modifier. Alors, en conclusion, du coup, on est passé du support papier au support immatériel. On a rallongé le processus, comme je l'ai dit. C'est de offre, acceptation, de passer à offre, acceptation, confirmation en ligne. Donc, il y a une troisième étape qui s'est intégrée. Et donc, du coup, on n'est plus dans le concessionnisme pur qu'on nous a appris, mais là, on est plus, du moins, on n'est pas totalement peut-être dans le formalisme, parce qu'il y a toujours la notion de consentement qui est importante, mais la notion de formalisme est quand même devenue un peu plus grande du coup, dans le monde virtuel, puisqu'elle est intégrée comme notion de sécurité aussi. Signature électronique, c'est ça, c'est une manière d'identifier, mais il y a l'aspect sécurité du document derrière, qu'on est obligé, puisque avec les enjeux d'Internet, d'intégrer. On ne peut plus se contenter. Je veux dire, si quelqu'un, on est tous les deux dans la même pièce, j'ai face à face signé un document, je suis presque quasiment sûre que c'est vous. Et moi, je peux faire un calcul, oui, je pourrais très bien vérifier votre ADN et puis je ne peux pas faire ça, mais je suis quasiment sûre à 99% que c'est vous qui êtes en face de moi et qu'on signe ensemble. En ligne, cet aspect de sécurité, on ne l'a pas. Donc on est obligé de rajouter avec la signature électronique des procédés de ce type-là. Et bien sûr, on parlait de la rupture, puisque du coup, le contrat peut voyager, voire être modifié et avoir plusieurs versions avant d'être finalisé. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vous remercie pour votre présentation. J'étais très intéressée parce que ça m'a fait penser qu'en Suisse,
On n'a pas encore de jurisprudence sur la question, mais les auteurs sont plutôt d'accord d'une autre solution qui est complètement différente dans le sens où l'exposition sur le site du bien n'est pas une offre, mais une invitation à offrir. Et qu'ensuite le clic et le double clic sont une offre, et qu'ensuite le petit message est une acceptation. Donc on change les rôles, c'est-à-dire que l'offre viendrait du client à acheter, et du coup ce serait plutôt dans ce cas-là, en fait on inverserait les rôles entre guillemets. L'entreprise deviendrait le client qui dit oui, j'accepte que tu veux m'acheter ça. Exactement. L'idée derrière, c'est que si jamais il y a une erreur sur l'exposition du site, que le prix n'est pas correct, etc., qu'il n'y ait pas de stock par exemple, le vendeur garde encore un dernier mot grâce à sa confirmation, dans le sens où si sa confirmation finalement elle ne vient pas ou qu'il y a un problème, etc., il n'est pas lié au moment où le client il clique. Parce que oui, puisque le client a juste offert. Donc après, la marge de manœuvre fait que j'accepte, mais oui, je vois. Après, ça, oui, je pense que dans ce cas-là, c'est plus la distinction offre et invitation à offrir. Je pense que c'est plus dans ce cas-là, dans les conditions générales, qui vont préciser en disant ce que nous vous exposons, par exemple, ces photos sont données à titre non contractuel. C'est un peu pour donner en disant si vous venez avec la photo en disant moi je veux ça, c'est donner un titre indicatif. C'est un peu de cette manière de dire on vous propose ceci, ne vous plaignez pas s'il n'y a pas ça, puisqu'on vous a simplement, c'était une invitation dans ce cas-là, juste à vouloir acheter ça. La réalité en 3D, c'est un peu différent qu'une page web en 2D. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai vu que tu m'as semblé un peu perplexe pendant la présentation. Non, pas perplexe. C'est-à-dire que en fait, je vous posais des questions et j'espère que tu vas réussir, parce que c'est un peu bizarre ce que je posais comme question, à répondre. En fait, donc, tu parlais essentiellement des relations entre entreprises. Oui, mais c'est vrai que ça peut coller aux entreprises. Oui, je laisse parler. Et en fait, sur Internet, c'est compliqué de savoir à qui on a affaire à l'avance. Et j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que le droit de la consommation dans le domaine électronique a évolué récemment en France, puisqu'on a transposé une directive européenne, avec la loi Hamon notamment. Et en fait, ma question c'est est-ce que finalement ce droit de la consommation et de la vente à distance doit nécessairement s'appliquer à des sites internet qui normalement sont destinés uniquement on va dire, au commerce entre professionnels? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec Internet et finalement, par souci de sécurité, quelqu'un qui fait une offre sur son site internet ne devrait pas finalement appliquer le droit de la consommation, et de fait, un professionnel qui ferait un achat, par exemple pour acheter des billets de train, se verrait appliquer le droit de la consommation à une relation qui est B2B. Est-ce qu'il n'y a pas... J'ai l'impression d'être face à ça, moi. C'est-à-dire que je prends mon exemple personnel. Je suis dans ma profession, au bureau, je vais prendre un billet de train. Le droit Mais là, c'est un billet de train à titre professionnel? À titre professionnel, justement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement? Ce serait ma question. Est-ce qu'on va dire que les clauses qui sont propres au droit de la consommation s'appliquent alors qu'on est entre professionnels? En fait, je parle plus de manière générale, je reviens plus sans compter l'aspect électronique, j'ai plus tendance à dire que ça va être, comment expliquer, une histoire de... On va plus tendre à offrir, là je prends des pincettes parce que ce que je dis, c'est juste mon point de vue personnel, on a tendance plus à offrir, sachant qu'en ligne, il y a un peu un armada juridique pour protéger le consommateur qui est... Voilà, c'est vraiment 14 jours, limite les frais de retour doivent être gratuits, enfin on ne peut pas vous les imposer, les faire payer, parce qu'on imagine que vous êtes déjà fait dans un sens, donc pas dans l'autre, des choses comme ça. J'aurais tendance à dire qu'on a tendance à considérer le professionnel, par exemple en informatique, qui crée un contrat avec une boîte, je ne sais pas moi, un centre de bronzage, rien à voir, à le considérer comme plutôt comme un non-professionnel, un néophyte dans le domaine. J'aurais tendance à dire, mais ça c'est que mon point de vue à moi, je mettrai un gros bémol sur ça, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait lui accorder le doute. C'est plus, je vois ça par analogie avec les contrats informatiques. Vous faites une entreprise qui a besoin, qui c'est un métier informatique, fait partie du cœur de l'entreprise, et qui conclut un contrat avec une boîte qui est spécialisée dans ça. Donc il y a déjà au niveau des connaissances, il y a un profane par rapport à l'autre.
Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire qu'on devrait, je pense que ça va dans ce sens-là, mais comme je dis, ça me concerne que moi, pointer du doigt l'entreprise en disant, par exemple, on parlait de clause de réversibilité ce matin, en disant je suis un tiers, j'accepte de loger vos données dans un coffre-fort, je dois pointer du doigt que, par exemple, si vos données, il y a un exemple, par exemple, je parle pour cette sélection de réversibilité là, Microsoft, le SharePoint de Microsoft, quand vous mettez vos données sur un SharePoint, il n'y a pas de clause de réversibilité. C'est-à-dire qu'elles sont figées dedans et on les rendra limite pas. C'est dit en fait en grand maintenant, un peu comme dans les cookies sur les sites internet. Maintenant on dit vos informations, vous ne pouvez pas les retrouver. On ne vous les rendra pas, ou du moins pas sûr que ce soit tel quel. Pas de clause de réversibilité. Donc j'ai tendance à dire par rapport à ces exemples, surtout en informatique, où là personne n'est aussi calé que l'entreprise qui des fois les propose. Du moins de l'autre côté, et même le service informatique, des fois, ne connaîtra pas toutes les solutions proposées par le prestataire principal, à tendre vers, à conférer quelques droits pas aussi poussés qu'un vrai consommateur, j'ai envie de dire, mais à dire que le professionnel, mais aussi les professionnels, dans ce cas-là, ne sera pas professionnel dans ce domaine-là, et à lui accorder peut-être un peu une clémence. Mais c'est que mon point de vue, mais j'ai l'impression que ça se présente comme ça. Disons que dans mon domaine, j'ai été confronté justement à gérer la réputation d'entreprise qui était spécialisée en B2B, alors qui ne faisait pas de la vente à distance par contre, c'était en closing directement chez le client, dans ses bureaux, vendre des prestations de services, et dans un domaine qui n'est pas forcément du tout celui du client. Et pour casser le contrat entre professionnels, il fallait absolument on va dire, suivre les clauses unilatérales de résiliation. Et le droit de la consommation ne s'appliquait pas alors que ce n'était pas le même domaine. Alors, après, c'est pour ça que je sais surtout pour les contrats informatiques, où là, c'est très technique en fait. Ça demande, je veux dire, dans d'autres domaines, ça va être par exemple toujours des fournisseurs de services. Enfin, par contre, je vais faire court parce qu'après, on va être un peu pris par le temps vraiment. Déjà, quand même pas. Oui, j'aurais tendance à dire que pour l'informatique qui me vient à l'esprit, c'est vraiment tellement spécifique qu'on ne peut pas avoir connaissance de toute la technicité. Après, un professionnel, la différence par rapport à un consommateur, c'est qu'on estime que des professionnels qui vendent différents services ont le même niveau de compétence par rapport à ça, je pense. Donc, je ne réponds pas forcément, je pense, à la question de manière précise, mais après, c'est vrai que ça reste logiquement du professionnel. La grosse différence, c'est que par exemple, je ne sais plus là, il y a vraiment une différence principale en dehors de l'armada juridique. Il y a une disposition qui dit que ça ne s'applique pas entre professionnels. Parce qu'on estime qu'ils sont un peu moins à mettre au courant que les autres. Il y a un article comme ça qui précise que les professionnels ne s'appliquent pas aux professionnels. D'accord. Puisqu'on estime, alors que c'est dans le domaine de l'aspect conclusion, on estime qu'eux sont déjà adhérés à ça en fait. D'accord. Donc il y a cet aspect-là de revenir en disant mais c'est du commerçant pour commerçant, point. Tout le monde est au courant. Donc il y a deux poids, deux mesures, je pense, par rapport à ça. On va dire le classique qui veut qu'entre commerçants, on n'a pas de partie faible. Et de l'autre côté, peut-être en virtuel, on a tendance à dire tu peux quand même être une partie faible. Surtout avec l'aspect contrat, vraiment, j'ai dit informatique. Je ne sais pas si il y a peut-être d'autres questions, je peux vite répondre, mais après, c'est juste que je n'aurai pas assez de temps pour la présentation de Yosh qui ne sera avec nous de manière virtuelle. Donc, si vous avez des questions, peut-être les garder pour le cocktail. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre.